Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Moi je suis Sandrine, je travaille chez Decathlon et ça fait plusieurs semaines qu'on se retrouve pour explorer ensemble des sujets sur le sport, la santé et le bien-être. Alors ce podcast, c'est un podcast utile, il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, répondre à des questions que vous vous posez ou tout simplement vous aider à reprendre le sport. Cette semaine, mon invité, mon expert s'appelle Olivier. Ensemble, on parle de quoi ? On parle de trekking. Trekking, randonnée, moi je connais pas trop la différence. J'aimerais bien qu'il me donne envie de me mettre à pratiquer. Et puis les bénéfices, c'est quoi les bénéfices de la pratique ? Allez, c'est parti avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Sandrine. Alors dis-moi, est-ce que tu peux te présenter ? Dis-nous qui tu es. Alors, je m'appelle Olivier, comme tu l'as bien dit. Je suis conseiller montagne sur le magasin de Montélimar. Donc tout ce qui touche à la rando, le trek, l'alpi, l'escalade. Ouais. Voilà, j'ai 42 ans. Pratiquant de trek depuis 7-8 ans déjà, vraiment passionné et pratiquant de crossfit également pour histoire de garder la patate un petit peu, le cardio et la ligne, entre autres. T'as des enfants ? Ouais, j'ai trois filles là, et dont la petite dernière qui est arrivée juste le 1er avril. J'ai deux grandes donc qui ont 17 et 15 ans. Donc ça pique un peu là. Je me rappelais plus que ça piquait comme ça. Je le vois à tes yeux. Ouais. Alors, donc tu m'as dit que tu pratiquais le trek depuis 7 ans, c'est bien ça ? J'ai bien compris ? Tout à fait. À peu près, oui, en gros, c'est ça, oui. Tu fais des treks longs, des treks courts ? Alors, je t'avoue que je fais de tout. Que ce soit de ce qu'on appelle la micro-aventure, donc sur 2 jours, c'est-à-dire je pars le samedi matin et je rentre le dimanche l'après-midi, jusqu'à des treks de 15 jours, 3 semaines s'il faut, ou 2 mois même, il y a aucun problème. J'ai jamais fait 2 mois, mais ça me dirait, j'adorerais. Donc je touche vraiment à tout ce qui est itinérance. Et tu les fais aussi bien en mode solo qu'en famille ? Oui, alors j'ai jamais fait. Si, j'ai fait ça avec mes filles aussi. On s'est fait et ma femme. On s'est fait ça donc un petit trek sur le sentier des Douaniers en Bretagne, qui est un joli petit sentier, un petit GR, c'est le GR34 de mémoire, qui est assez vallonné, qui longe l'océan, la mer, pardon, et qui est très très intéressant pour débuter en fait pour mes filles aussi. J'essaie de les initier à ça. D'accord. Alors, on est là aujourd'hui pour donner envie de découvrir le trek. C'est bien fait, d'accord. Oui, est-ce que, avant de démarrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux m'expliquer, la différence entre une randonnée et un trek ? Ouais, alors c'est très simple. Tout ce qui touche à la randonnée de manière générale, c'est on part dans la nature pour se balader, se promener. La randonnée à proprement parler, ça se limite à une journée, demi-journée, une journée. Voilà, le soir on rentre à la maison et on commence à parler de trek quand du coup dans son sac à dos on prend une tente et un sac de couchage et qu'on passe la nuit dehors. Donc d'accord, je ne rentre pas chez moi le soir. Exactement. Tu rentres pas chez toi ce soir et après tu montes ta petite tente, tu profites du coucher de soleil et tu rentres le lendemain matin complètement rechargé. C'est la seule grande différence entre les deux activités. Exactement. C'est vraiment ce qui différencie je suis un randonneur et je suis un trekker. Ouais, après c'est histoire de mettre un nom sur la pratique. Malgré tout, le trek reste de la randonnée. D'accord. Mais c'est histoire de différencier voilà, quand on part en trek, on part sur plusieurs jours. C'est ce qu'on entend directement. D'accord. Ça fait mieux de dire je pars en trek. Ouais, c'est un bon, c'est stylé, c'est un bon nom. Il y a différentes pratiques de trek et ces différentes pratiques de trek, c'est des environnements différents ? Ouais, complètement. On est sur des environnements différents. Donc, on parle de montagne, de trek montagne, quand donc on part en montagne sur tout ce qui est massif, type Alpes, Pyrénées, Corse ou etc. Tu vois. On peut aussi partir en trek dans le désert, qui est une approche complètement différente, que ce soit avec des chameaux ou à pattes, voilà, ou avec des chameaux qui portent ton sac ou des trucs comme ça. Donc là, les équipements, les besoins sont différents. Il y a le trek voyage, ce qu'on appelle donc le city. Donc là, c'est tu pars, voilà, le city trip, exactement. Tu pars avec ton petit sac à dos, visiter une ville, un pays sur un jour, un mois, ou tu vois. Généralement, je suis étudiant et je veux me faire l'Amérique du Sud, la Bolivie ou les trucs comme ça et on est plus en train de transiter en bus, en train, en hôtel et puis chez l'habitant, tu vois. D'accord. Pour visiter un pays.
Ok. Voilà pour le city trip. Il y a également le trek arctique. Donc là c'est un petit peu moins pratiqué. Je pense que c'est quand même assez Oui, c'est peut-être assez plus expert. particulier. Enfin, c'est des assez aventuriers particulier, là, ouais. des explorateurs. Exactement. C'est Mike Horn Exactement. qui fait ça. C'est Mike Horn, ouais, exactement. En gros. Donc là, on part dans les zones vraiment ultra froides et polaires sur la Terre, avec des températures de moins 40, moins 30, et donc on a un équipement très spécifique. On traîne une pulka, on a des skis, Une quoi? Une quoi, t'as dit? une pulka. C'est quoi? Le pulka, c'est l'espèce de traîneau, tu sais, Ah. c'est un traîneau en plastique qu'on traîne derrière soi pour charger le matériel, parce D'accord. qu'on a beaucoup plus de matériel en fait, Ok. des besoins en nourriture beaucoup plus importants, de quoi se chauffer, une tente qui est Ouais, quand même assez lourde. j'imagine Voilà. l'équipement est encore différent. Exactement. Et après, donc là se développe chez Decat le trek tropical aussi. Donc où l'idée en fait on part dans les forêts vierges et trucs comme ça qui sont vraiment infestés de moustiques, et donc c'est gestion de protection des insectes et de l'humidité, parce que c'est comme des endroits assez humides où il y a des pluies diluviennes, donc il faut vraiment se protéger de la flotte et des moustiques. D'accord, donc à chaque fois, c'est des environnements différents et des motivations différentes pour les pratiquants, j'imagine. Exactement, Ok, tout à ça fait. marche. Bon, là, on a balayé les différentes pratiques. À ton avis, il y a un profil type de trekker ou trekkeuse, ou c'est fait pour tous? Dis-moi qui pratique? Toi qui vois les gens aussi en magasin, qui les rencontrent. Alors je vois passer énormément de monde en magasin. Pour moi, il n'y a pas de profil type. Tout le monde peut faire du trek. Les trekkers que je croise en magasin sont des retraités qui vont se faire un petit compostel, tu vois. Donc ils vont de refuge en refuge se faire leurs petites étapes tranquillou, tu vois. Donc ça, on est clairement sur du trek aussi, hein, ou un chemin de Stevenson, ou voilà. Après, on a les trekkers, les trentenaires qui partent se faire la GTA, donc la grande traversée des Alpes, ou donc sur des trucs un peu plus compliqués, et où on a moins besoin de confort, donc ils partent juste en tente avec un esprit minimaliste, le plus léger possible, ce qu'on appelle les mules, les marcheurs ultra légers. Ça peut être des familles aussi qui partent faire des petits sentiers tranquilles, je sais pas, dans le Cantal, ou en Lozère, ou tu vois, où c'est pas non plus ultra à pic. Pour moi, c'est un petit peu pour tout le monde. D'accord. Clairement. Ouais, j'entends Ouais. que c'est pour tout type, enfin tout âge, toute Exactement. personne, avec pareil Exactement. encore des motivations différentes. Tout à fait. Tu as dit trek famille, donc trek enfant. Je peux emmener mes enfants à partir de quel âge tu penses? Pour moi, tu peux emmener tes enfants très jeunes, hein. Le tout, c'est de pas les dégoûter. Parce que la marche, suivant comment est-ce que tu l'approches, ça peut vite être pour eux pénible. Toi, tu aimes ça, tu as de la facilité à marcher, mais par contre, eux ont pas les mêmes facilités que toi tu as. À partir du moment où ils peuvent marcher, qu'ils sont autonomes, tu vois, moi, ma petite là qui vient de naître, clairement, Oui, je c'est me pas vois pour- mal non, c'est partir pas en possible. trek. Puis avec les biberons, les trucs. C'est pas Exactement. Donc après, il faut possible. Donc emporter les peut-être poubelles 5 pour ans, les 6 couches. ans, 6 ans, 7 ans peut-être, quand il y a quand Voilà, même vers un peu de 6-7 ans, à physique. partir du moment où ils sont autonomes, qui marchent bien, et qu'ils ont la patate, ils ont encore ils ont envie d'apprendre et de partager des trucs avec leurs parents. Là, il y a moyen de se faire même des petites sorties sur un week-end. Pas compliqué. L'idée, c'est de marcher un petit peu, de poser un camp, de se passer une super petite soirée au coin d'un petit feu, et puis et d'aller coucher, d'aller dormir sous la tente, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de pas habituel, c'est pas Ouais, ça sa fait chambre des pour super eux. souvenirs pour les enfants. Exactement. Et après de se faire donc un coucher de soleil, un lever de soleil, les chants des oiseaux qui explosent le matin, et pour eux, je pense que ça peut faire des super souvenirs. Surtout, c'est de pas faire des trucs trop compliqués, trop durs, pas les mettre dans le dur, et de manière à ce qu'ils aiment ça. Donc puis après trouver des petites solutions ludiques. Oui, bien sûr, sur le chemin, il y a plein de choses à Voilà. voir, il y a plein de choses à faire. Apprendre les fleurs, apprendre les cailloux, le chant des oiseaux, il y a tout un tas de choses à faire. Ok, tu me vends du rêve. Voilà. Maintenant, dis-moi un peu, à ton avis, quels sont les bienfaits physiques et psychologiques Ouais, il y en a tellement. que ça te procure dans le trek, ou alors effectivement ce que te retournent les personnes que tu rencontres par exemple en magasin, ou dans les randonneurs que tu rencontres, les trekkers que tu rencontres au quotidien. Il y en a tellement. Alors pour mon expérience personnelle, moi ça me fait un bien fou dans tous les sens du terme. Donc au niveau physique, de toute façon, il faut pas se leurrer, quand tu commences à sortir en montagne et que tu grimpes avec 10-15 kilos dans le dos, de toute façon tes muscles, tu les fais marcher toute la
toutes tes cuisses, les fessiers, enfin l'ensemble, tout ce qui est l'ensemble du corps, même, tu veux même dire? postural, même abdominal par rapport au maintien du sac à dos, ouais, exactement. Tout ce qui est cardio, justement, quand tu commences à taper du dénivelé, le cardio, tu peux vite te mettre dans le rouge si tu as envie, et ça c'est plutôt bon. Et après, d'un autre côté, la marche à pied est vraiment salvatrice pour tout un tas de personnes, psychologiquement parlant. C'est vraiment un moyen d'introspection, de se retrouver avec soi-même, de réfléchir sur un tas de choses, ou même de couper complètement, avec un quotidien qui est peut-être un petit peu trop speed, ou je sais pas, voilà. On peut rentrer de 2-3 jours de marche complètement requinqué, rafraîchi, même si on est naze, qu'on a mal aux jambes et on a mal aux pieds, mais on est tellement frais dans la tête, et puis on est tellement bien, quoi. Une espèce de mini-retraite spirituelle en même temps. Ah mais grave, hein. Puis il y a, ah ouais, mais je suis complètement. Est-ce que tu as, toi, 2-3 itinéraires intéressants pour démarrer en fait le trek? Pas des choses donc trop compliquées, mais que tu as fait toi en mode solo ou en famille et que tu pourrais nous conseiller. Oui, complètement. Oui, je parlais tout à l'heure donc du sentier des douaniers qui se trouve sur le littoral breton. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique à faire en été. Parce que le littoral, justement, il n'y a pas de dénivelé outre mesure. Quand on part en famille ou quand on débute le trek, il y a moyen de marcher ces petits 10 km par jour, de se trouver un petit camping ou de se trouver un petit spot en externe, enfin pas sauvage, mais en bord de chemin ou quoi que ce soit, d'aller faire un plouf dans la mer. Tu vois, tu peux partir comme ça pendant 10 jours, c'est juste du régal, donc c'est le GR34. D'accord. Tu peux te faire les chemins de Stevenson. Le chemin de Stevenson, c'est un sentier qui part du Puy-en-Velay, Oui. en Haute-Loire, et qui descend jusque dans le Gard, à Saint-Jean-du-Gard. Ça doit être magnifique aussi. C'est vraiment beau. On traverse, alors je vais peut-être pas te dire des bêtises, mais on traverse la Haute-Loire, l'Ardèche, la Lozère, un petit bout du Cantal, il me semble. Et donc, encore une fois, c'est pas non plus élitiste hein, comme pratique. Ouais. C'est plutôt vallonné. Ça, je l'ai fait avec ma femme en automne. On a eu un petit peu de neige, on a eu personne, on a des couleurs magnifiques, mais on s'est fait quoi? On se faisait des journées de 15-20 km avec 5 ou 600 mètres de dénivelé maximum par jour. Donc c'est vraiment, on peut les prendre, il n'y a pas de souci. C'est accessible. C'est accessible, ouais. Ça, après, il y a on a un troisième? Le départ de Compostelle qui est pas non plus compliqué, toujours aussi au départ du Puy-en-Velay. Il faut s'arrêter bien sûr avant les Pyrénées parce que là ça se complique. c'est pas pareil, mais bon là déjà il y a de quoi s'amuser entre la Haute-Loire et puis et les Pyrénées, donc il y a une belle partie à s'amuser. Et ces sentiers, on peut les retrouver peut-être facilement sur des sites? Tu as des sites, généralement tu as les sites des offices du tourisme qui te proposent les tracés, tu as des applications, tu as je sais pas, Visorando, tu as Decathlon Outdoor maintenant qui propose des itinéraires, qui propose des tracés, voilà, vraiment sympa. Tu as Outdoor Active qui est une appli qui est vraiment géniale, également tu as je sais pas, View Ranger aussi qui est pas mal. Voilà, qui te propose tous ces tracés. Ok, on mettra les liens dans le descriptif du podcast. Ça sera simple pour les personnes de les retrouver. Et après, en complément de ça, tu peux avoir aussi des petits topos papier que tu peux emporter avec toi le long de ton trip. C'est des petits bouquins en feuilles. Topo, ça s'appelle Topo papier. Ouais. D'accord. Des topos, ouais. Donc c'est des petits livrets, hein, des petits fascicules qui font en général 30-40 pages et qui te guident tout le long de ton périple, jour après jour, en fonction des étapes que tu veux faire. Comme il existe le petit bouquin du Stevenson, et tu as tes étapes jour après jour, et puis le soir tu as les auberges disponibles, les campings disponibles, les points d'eau, les petites supérettes, les points de retrait, etc. Est-ce qu'il y a une meilleure saison pour démarrer son premier trek? Ouais, oui, enfin, il y a des bonnes saisons. Je dirais que là, on est début juin, on est en plein dedans. Courant mai, juin, c'est vraiment idéal. Il fait pas trop chaud, on craint beaucoup moins d'avoir de gelée la nuit si on dort dehors. Ouais. Il y a la nature qui explose, il y a clairement les arbres qui reprennent leurs feuilles, c'est vert, les oiseaux qui en peuvent plus, tellement ils chantent, les fleurs dans tous les sens, donc il y a pas trop de contraintes météorologiques, un petit peu moins, donc du beau temps, un peu moins froid, une température bien. En été, c'est un peu plus délicat. Enfin, peut-être trop chaud. De par chez nous, ouais. C'est vrai si tu commences à sortir en juillet-août, même avec les loulous, avec les enfants, c'est compliqué pour eux parce que il fait très chaud et physiquement c'est dur à suivre. Ouais. L'automne est vraiment bien aussi.
L'arrière-saison, il fait encore une fois un peu plus doux. Les journées sont toujours un petit peu longues et là on a les couleurs d'automne qui sont Voilà, ça doit être magnifique. Explosion de couleurs aussi. Voilà, on a du rouge, de l'orange, les arbres qui sont en feu là, les peupliers et les fayards qui sont jaunes flammes, c'est juste magnifique ça. Voilà. Après l'hiver pour débuter, je dirais non parce que ça c'est bon pour s'en dégoûter. Généralement, on n'est pas forcément équipé. Il faut quand même être conscient que la nuit, potentiellement, il peut geler, même geler assez sévèrement. Si on n'a pas un sac de couchage qui est correct ou quoi que ce soit, donc là, on passe une sale nuit. Des conditions parfois boueuses, parfois neigeuses, qui rendent la progression un peu plus difficile. Voilà. Donc oui, pour débuter, printemps, automne. Printemps, automne. Ouais. Ok. Pour conclure le premier podcast, dis-moi. Si tu dois me donner envie, là, alors je sais pas si c'est une phrase ou 3 mots, peu importe, pour que je prenne mes affaires et j'aille faire un trek. Tu me dis quoi ? Alors, ce sera peut-être un peu plus qu'une phrase. Moi, je t'emmènerai volontiers, Sandrine, dans le Queyras. C'est donc un massif alpin. Au départ d'Aiguilles, il y a une boucle, c'est à côté d'Abriès, donc dans une vallée. Il y a une boucle de 2-3 jours qui est juste magnifique à faire. Je sais que tu es sportive aussi, Sandrine, donc c'est complètement pour toi. Un gros dénivelé le premier jour. Par contre, une nuit au bord de lacs d'altitude. Il y a 3 petits lacs qui se trouvent au-dessus, qui sont juste magnifiques, avec un coucher de soleil sur le mont Viso. Tu peux prendre ton petit maillot de bain si tu veux, et puis aller te faire un plouf dans le lac d'altitude, faire un petit plat de pâtes le soir, et départ à la nuit à 5h30 le matin. Le lendemain, à la frontale, se faire encore une petite escalade de 500-600 mètres pour après prendre un petit déjeuner et regarder le lever de soleil sur le mont Viso, qui est juste magnifique au bord d'une falaise. Tu peux également voir aussi des vautours qui attendent les courants d'air chaud avant de partir. Wow. Et s'envoler après à 7h30 le matin. Et puis après, départ pour le Grand Glézat. Grand Glézat qui est un pic à 3200 mètres. Et un retour le surlendemain, après une nuit dans un refuge, dans un petit refuge, voilà. Je pense que là, tu as de quoi partir et te faire quelque chose de magnifique en termes de vue de montagneuse et de lever de soleil, coucher de soleil, et c'est juste énorme. Le Graal, le type. Voilà, et ça reste sauvage en plus. Ah, super. Merci pour la motivation. Maintenant, ce qui nous manque, du coup, c'est de quoi j'ai besoin pour préparer mon premier trek et partir sur cette aventure que tu viens de me proposer. Et pour ça, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci Olivier. Au revoir Sandrine. Alors, si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille ou sur vos réseaux. Sur Apple Podcasts, vous pouvez aller nous mettre un commentaire sympathique, des étoiles, 5, pourquoi pas. Je vous laisse là, je vous souhaite de belles écoutes, à bientôt.